évidemment voir ensemble tout au long de ce live. Nous avons grosso modo 1h30 ou 2 heures d'échange. En 2001, Joseph Kabila hérite d'un pays ruiné. Il faut aussi le dire sans prendre de pincettes. Son père, Laurent Désiré Kabila, vient d'être Dia. La guerre fait rage à l'Est. L'armée congolaise, donc le FARDC, n'est pas une armée nationale. C'est une mosaïque des milices d'anciens rebelles, des soldats fantômes. Selon un rapport des groupes d'études sur les conflits internationaux de l'université d'Oplasa en 2009, moins de 30% des soldats étaient réellement payés. Les autres survivaient en pillant les populations civiles. C'était une armée de prédateurs, pas une armée de protecteurs. Kabila n'a jamais formé cette institution. Pour quelle raison Kabila n'avait pas formé cette institution? Parce qu'une armée forte aurait pu le menacer, le déstabiliser, parce il avait besoin de généraux loyaux, pas des soldats compétents, parce qu'au fond, il n'avait pas de vision stratégique, il s'est contenté de gérer la survie. Des preuves scientifiques, l'Institut de recherche de la paix d'Oslo, en 2012, a comparé le budget militaire de la RDC et du Rwanda. Sous Kabila, la RDC consacrait moins d'1% de son PIB à la défense. Le Rwanda, lui, consacrait 4% de son PIB à la défense. Autrement dit, un petit pays sans ressources naturelles investissait 4 fois plus que le géant congolais pour sa sécurité. C'est un choix politique, évidemment, et ce choix, c'était celui de la soumission. Et puis, tout doucement, nous arrivons à l'humiliation de 2010. Les soldats rwandais désarment les FARDC à Kinshasa. Je répète qu'en 2010, des soldats rwandais ont désarmé des soldats de FARDC en pleine capitale. Je vous explique. Le 13 juin 2010, la RDC fête en grande pompe le cinquantenaire de son indépendance. Tous les regards sont tournés vers Kinshasa. Le roi Albert II de Belgique est là aussi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est aussi là. De dizaines de chefs d'État africains sont aussi là. Mais le défilé n'a pas lieu à l'heure prévue. Il prend 2 heures de retard. Pourquoi? Parce que tout le monde attend Paul Kagame. Son avion est arrivé avec du retard et Joseph Kabila a ordonné de tout suspendre parce que Kagame n'était pas encore là. Les amis, ce que les caméras n'ont pas montré à cette époque, ce que les journalistes n'ont pas tous vu, c'est que 750 soldats rwandais étaient déjà à Kinshasa. Nous sommes en 2010. Ils avaient investi la capitale. Ils avaient désarmé les militaires congolais dans leurs propres casernes. Lors du défilé, les soldats congolais ont marché sans munitions réelles. Les soldats rwandais, eux, étaient armés jusqu'aux dents et encadraient les cortèges. Une armée étrangère contrôler la sécurité de la fête nationale d'un pays souverain. Est-ce que vous vous imaginez un peu la chose? Alors, pourquoi Kagame a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il imposé à Joseph Kabila plus de 700 militaires rwandais pour garder cet événement? Kagame voulait montrer sa puissance et il voulait humilier Kabila. Il voulait prouver à la communauté internationale que c'était lui le vrai maître de la région. Le message était clair, Kabila n'est rien sans Kagame. Kabila n'est rien sans les Rwandais. La preuve en est que des rapports internes de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, dataient de 2010,
consultés par les chercheurs, confirment cette présence et ce désarmement de l'armée congolaise. Des diplomates belges et français présents ces jours-là ont également témoigné. Pourtant, aucun média congolais n'a dénoncé le scandale. Parce que Kabila avait muselé la presse, parce que l'humiliation était trop grande, parce que personne n'osait dire la vérité. Les amis, et puis, en 2010, une autre humiliation, le refus de Kagame au sommet de la francophonie en 2012. Une nouvelle gifle balancée à Kabila. En octobre 2012, la RDC accueille le sommet de la francophonie à Kinshasa. C'est une occasion pour Kabila de briller sur la scène internationale, de montrer que son pays est ouvert et stable. Mais Paul Kagame, invité, refuse catégoriquement de venir et il n'envoie même pas des représentants. Alors, pourquoi Paul Kagame a fait ça? 3 raisons. Le mépris personnel pour Kabila. Kagame considérait Kabila comme un incapable, un petit soldat formé par ses généraux. Il ne voulait peut-être pas être vu à côté de lui. Deuxième élément, pourquoi a-t-il refusé de venir à Kinshasa? La raison, c'est la pression diplomatique. La France et l'ONU commençaient à dénoncer le soutien rwandais au M23. Et donc, la rébellion a débuté en avril 2012. Kagame craignait d'être interpellé en pleine cérémonie. Troisième raison, signe de la puissance rwandaise, son absence est aussi un message. Je n'ai pas besoin de votre sommet, c'est moi qui fais la loi, je ne viens pas. Et par conséquence, l'absence de Kagame était vécue comme une humiliation nationale. Le président congolais est snobé par son voisin. La presse internationale révèle ou relève l'affront de Kagame à Kabila. Et Kabila a encaissé, il est resté silencieux. Il était resté tout simplement impuissant. Une fois qu'on a compris ça, nous sommes toujours en 2012 là. En 2012, les amis, pourquoi Kagame déclenche-t-il le M23 en 2012 alors qu'il a refusé de se rendre à la francophonie organisée par Kabila? Pourquoi déclenche-t-il le M23 en 2012? Évidemment, c'est la question centrale, puisqu'en 2012, Kagame a déjà à son actif, a déjà infiltré l'armée congolaise. Des généraux lui sont loyaux en 2012. En 2012, il a déjà influencé la politique congolaise, il a des relais à Kinshasa. En 2012, il est en train de piller les minéraux de l'Est via des réseaux parallèles. Alors, pourquoi lancer une rébellion ouverte? 3 raisons principales. Premièrement, empêcher la normalisation de la RDC. Kabila, malgré sa faiblesse, avait entamé des réformes appuyées par la MONUSCO, des pressions internationales pour la paix. Kagame a craint qu'une RDC stable ne mette fin à son emprise. Il va déclencher les M23 pour déstabiliser le pays et prouver que Kagame, plutôt Kabila, ne maîtrise jamais rien. Deuxième élément, deuxième raison, il voulait contrôler directement les zones minières. Les réseaux d'infiltration sont efficaces, mais la concurrence entre groupes armés était forte. Le M23 permettait d'avoir une force militaire disciplinée qui prend et tient des territoires stratégiques. Exemple, la région des Rutshuru, riche en coltan. Kagame veut remplacer le pillage anarchique par un contrôle quasi étatique. Troisième élément, troisième raison, pourquoi est-ce qu'il a déclenché le M23, humilier Kabila et le forcer à négocier sous pression en prenant Goma, la capitale provinciale. En novembre 2012, Kagame montre au monde entier que Kabila est incapable de défendre son propre territoire. Il espère ainsi affaiblir définitivement Kabila, peut-être même provoquer sa chute et imposer un successeur
pris docile parce que Kabila a commencé à se rebeller un petit peu. La preuve en est que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC en 2012-2013 documentent les soutiens rwandais au M23, fourniture d'armes, des troupes, des commandements. Les rapports finaux de 2013 concluent à une ingérence indirecte du Rwanda. Donc le M23 ne commence pas évidemment aujourd'hui. Le M23 commence il y a quelques temps. Alors, les amis, ce n'est pas fini. Nous arrivons tout doucement. Il est bon, évidemment, de saisir ces éléments pour mieux lire ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors, donnez-moi un instant. J'ai un petit bémol ici, petit souci. Si vous pouvez juste partager massivement, en attendant que j'améliore, j'arrange les soucis, ça serait gentil de votre part. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi ces histoires? Il faut être idiot pour refuser d'admettre. Ok, les amis, j'ai un petit souci, véritablement, un petit souci là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème ici? Les amis, je vous prie de tapoter, de m'aider à consolider, de m'aider, aidez-moi. Ok, là c'est bon. Ça commence à s'arranger. Ok. Désolé. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le direct. Hein. Il y a des inconvénients qui peuvent surgir. Mais nous tendons vers la résolution du problème, du conflit. Mais c'est incroyable ça. Ok, alors je pense que c'est bon, nous avons résolu le souci, je l'espère en tout cas. J'espère que le souci est résolu. Je l'espère. Ok. Les amis, vous avez compris que le rôle du Rwanda, il avait 3 objectifs. 1. Empêcher la normalisation de la RDC. 2. Contrôler directement les zones minières. Et 3. Humilier Kabila et les forcer à négocier sous la pression parce que Kabila commençait un petit peu à vouloir se rebeller comme lui-même l'avait fait du temps où il était sous le commandement de Yoweri Museveni. Quel a été le rôle ici de l'Ouganda? L'Ouganda de Museveni a joué un double jeu. Officiellement, médiateur dans les négociations de paix, accord de Kampala, et officieusement un soutien logistique et militaire au M23. Des rapports de l'ONU de 2012 à 2013 indiquent que des armes et des renforts sont passés par le territoire de l'Ouganda. Alors pourquoi est-ce que Museveni a aidé Kagame entre 2012 et 2013? Les amis, il y a un lien historique. Museveni et Kagame sont d'anciens alliés. Guerre du RPF au Rwanda, prise de pouvoir en Ouganda en 86, des intérêts économiques. L'Ouganda profite aussi du trafic de minerais et de la contrebande. Vous avez la pression régionale. Museveni voulait garder une influence sur la RDC pour ne pas être marginalisé. Cependant, l'Ouganda a aussi parfois freiné le M23
notamment quand la pression internationale devenait trop forte. Ce double jeu est typique à la géopolitique locale. Alors, reprenons un peu la chute de Goma. Le 20 novembre 2012, les rebelles du M23 entrent dans Goma. La population est terrifiée, les FARDC mal équipés, mal commandés, battent en retraite. Kabila, à Kinshasa, ne se déplace pas, mais il ne reste pas les bras croisés. Il a commencé un peu à se rebeller contre son maître. Et donc, c'est Kabila qui va activer la diplomatie. Dans quel sens? Il saisit immédiatement la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Il demande des sanctions contre les Rwandais et une intervention militaire régionale. Et il y a une pression qui vient de l'ONU. Il obtient du Conseil de sécurité des Nations Unies une condamnation ferme du M23 et du Rwanda. Nous sommes en 2012-2013. Et puis une préparation d'une riposte militaire, forcément. Les amis, il négocie la création d'une brigade d'intervention de l'ONU, dotée d'un mandat offensif, une première dans l'histoire des casques bleus. J'ai bien dit une première dans l'histoire des casques bleus, les amis. Alors, ce que Kabila ne fait pas ou ne pouvait pas faire, il ne lance pas des contre-offensives immédiates avec le seul FARDC, car celles-ci sont trop faibles. Il attend les renforts de l'étranger. Et puis vient la victoire militaire de 2013, comment le M23 a été vaincu. Contrairement à une idée reçue, le M23 n'est pas sorti de lui-même. Le M23 a été militairement défait par une coalition. L'étape 1, mars 2013, les conseils de sécurité adoptent la résolution 2098 créant la brigade d'intervention de la MONUSCO. Cette brigade forte de 3000 soldats, principalement tanzaniens, sud-africains et malawites. Ce n'est pas l'armée de la RDC qui a vaincu le M23. Et donc, c'est 3000 soldats pour une mission de neutralisation des groupes armés. Et en août-novembre 2013, le FARDC, appuyé par la brigade de l'ONU et des troupes de la SADC, lance une offensive. Les combats sont violents. Le M23 perd du terrain. Et le 5 novembre 2013, si je ne me trompe pas, acculés, les rebelles se rendent en Ouganda et plusieurs centaines se réfugient au Rwanda et en Ouganda. La preuve est que le rapport final du groupe d'experts de l'ONU, janvier 2014, reconnaît que le M23 a été militairement défait. Des articles de presse internationale, Reuters, BBC et Jeune Afrique confirment le rôle décisif de la brigade d'intervention. FARDC elle-même ne pouvait pas vaincre le M23. Les amis, et puis, ce qui va étonner, ce qui est un peu bizarre, une introduction, l'intégration controversée d'anciens rebelles dans le FARDC. Ça va étonner même les puissances qui ont aidé la RDC à vaincre et à chasser le M23. Et donc, après la défaite du M23, Kabila prend une décision qui choque. Il accepte d'intégrer certains rebelles dans l'armée congolaise. Pourquoi il fait ça? On parle plutôt du pragmatisme militaire. Les FARDC ont besoin des soldats expérimentés selon lui. Les rebelles du M23 sont bien formés et donc il les intègre. Deuxième élément, la pression internationale. Les accords de paix, médiation ougandaise prévoient une intégration conditionnelle. Nous parlons ici du processus de DDR. Processus de DDR, ça veut dire DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Les amis, pression internationale, vous l'avez compris. Alors, troisième élément, une faiblesse persistance. Kabila ne peut pas se permettre d'exclure tous les anciens rebelles. Certains sont encore influents. Et par voie des conséquences est que
cette décision a des effets pervers. Des réseaux infiltrés par les Rwandais restent dans l'armée. Plus tard, en 2021-2022, et plusieurs de ces éléments feront défection pour relancer le 1-23. L'intégration mal pensée a créé évidemment une cinquième colonne au sein de l'armée. Les amis, une fois qu'on a compris ça, c'est que ces événements relèvent ou révèlent sur Kabila et Kagame. 2010, militaires rwandais sont à Kinshasa. Pourquoi? Pour montrer la puissance de Kagame à Kabila. La réaction de Kabila ou des journalistes à Kinshasa, silence radio. Et comme résultat, c'est une humiliation nationale puisque tous nos militaires étaient désarmés. Et 700 militaires rwandais, c'est eux qui ont surveillé l'événement. C'est eux qui ont surveillé, évidemment, ces festivités. 2012, refus de venir à la francophonie alors qu'il a été invité. M. Kagame méprise M. Kabila, mépris, isolement diplomatique, et la réaction de Kabila face à ces non-recevabilités, à ces non-venus, impuissance totale, et les médias n'en parlent pas. Il a été tout simplement humilié à la face du monde, puisque l'homme de la région ne s'est pas déplacé pour venir à la francophonie. 2012, sans comprendre pourquoi, il va déclencher les 1-23, il va les activer. Kabila est déstabilisé, il est acculé, il ne peut rien faire, et par sa chance, la diplomatie, l'ONU va intervenir, la SADC et les 1-23 sont totalement défaits, etc. Vous l'avez compris. Alors, ce que Kagame cherchait, maintenir la RDC sous sa coupe, empêcher toute velléité d'indépendance de Kabila, contrôler les ressources, c'est qu'il a obtenu l'humiliation à court terme, mais à long terme, la défaite du 1-23 2013 a montré que la communauté internationale pouvait contrer ses plans, d'où le gel du conflit jusqu'en 2021, reprise évidemment en 2021. La faiblesse militaire de Joseph Kabila n'est pas un accident, c'est un choix de sa part. Le choix de ne pas investir dans l'armée, le choix de ne pas défendre le territoire. Et donc, c'est le choix de la soumission à Kagame. Cette faiblesse a permis au Rwanda d'humilier la RDC à 3 reprises entre 2010 et 2012. Pourtant, Kabila a su réagir diplomatiquement. Il a obtenu une coalition militaire, l'ONU plus la SADC, qui a vaincu le 1-23 en 2013. Mais cette victoire a été suivie d'une erreur stratégique, l'intégration d'anciens rebelles dans le FARDC, qui servira de cheval de Troie pour la reprise du conflit en 2021. Les amis, ce chapitre nous a montré ceci. Nous avons analysé, ou plutôt, nous allons parler de la psychologie de Kabila. Pourquoi cet homme, formé par un général rwandais, n'a-t-il jamais réussi à s'émanciper de Kagame? Nous allons voir pourquoi a-t-il préféré la dictature intérieure et la reconquête militaire. Pourquoi et comment cette faiblesse a permis aux élites congolaises de piller le pays sans vergogne. Nous allons voir ça. Les amis, nous avons vu dans le chapitre précédent comment la faiblesse militaire de la RDC a permis à Paul Kagame de l'humilier à plusieurs reprises. Mais cette faiblesse avait une source plus profonde, la personnalité même de Joseph Kabila. Pourquoi cet homme? Alors, un instant les amis, je reçois un appel ici. Hélène, je suis en live, je t'appelle dans 1h30. Et donc, ça veut dire que pourquoi cet homme, formé par des généraux rwandais, n'a-t-il jamais réussi à s'émanciper des Kagame? Pourquoi d'autres présidents, Kagame lui-même,
ont-ils su rompre avec leur mentor, alors que Kabila, lui, est resté prisonnier? Ces chapitres, nous allons explorer la psychologie d'un homme complexé, mal à l'aise en public, admiratif de son voisin et qui a compensé sa domination externe par évidemment une dictature féroce à l'intérieur. Nous sommes dans la tête de M. Joseph Kabila. En novembre 2019, lors d'une réunion à huis clos avec l'ambassadrice américaine à l'ONU, Susan Rice, l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, a livré une analyse sans concession de Joseph Kabila. Selon des câbles diplomatiques américains, révélés par Wikileaks, Obasanjo estimait que Kabila était dépassé par sa présidence et qu'il manquait de confiance en lui. Obasanjo aurait même déclaré qu'il souhaitait que Kagame soit à la tête de la RDC et Kabila à celle du Rwanda, en raison de leur qualité de leadership respective. Il a ajouté que Kabila était très sensible et qu'il aurait du mal à développer sa confiance parce qu'il n'était pas bien entouré. Ce jugement émanant d'un père africain respecté est accablant, visiblement. Il confirme ce que beaucoup soupçonnaient, Kabila n'avait pas de stature nécessaire pour diriger un pays aussi complexe que véritablement la RDC. Et donc, plusieurs observateurs ont noté que Kabila était fasciné par Kagame. Ces derniers, ancien chef des renseignements du FPR, était un stratège redoutable, un orateur brillant, un homme de guerre respecté. Kabila, en revanche, était timide, mal à l'aise en public et n'avait pas l'éloquence de son rival Kagame. Un article du Congo, groupe note que Kabila avait une aura de pouvoir, mais qu'elle tenait largement à son silence et à la rareté de ses apparitions publiques. Il ne cherchait pas les contacts, il fouillait le débat, les interviews, les confrontations directes. Et cette timidité associée à une admiration probable pour Kagame explique peut-être pourquoi il n'a jamais osé affronter Kagame ouvertement. Alors, Obasanjo a aussi remarqué que Kagame était plus entreprenant. Les amis, le même câble diplomatique cité Obasanjo comparant les deux hommes. Kabila n'était pas aussi entreprenant que le président rwandais Kagame. Autrement dit, Kagame prenait des initiatives osées alors que Kabila subissait. Il était réactif, pas proactif. L'autre comparaison, Kagame et Museveni, quand Kagame a su s'émanciper alors que Kabila est resté sous le joug de Kagame. Pour comprendre pourquoi Kabila n'a jamais réussi à s'émanciper, à affronter M. Kagame, il faut regarder celui qui est en face, celui qui a parvenu, Paul Kagame lui-même. Dans les années 1980, Kagame a combattu aux côtés de Museveni pour prendre le pouvoir en Ouganda. Museveni voulait faire de Kagame un vassal, mais Kagame avait une intelligence stratégique supérieure. Il a su garder son indépendance et en 1999, les armées rwandaises et ougandaises se sont affrontées à Kisangani. C'était véritablement la rupture. Kagame avait choisi l'affrontement plutôt que de se soumettre comme Kabila l'a fait avec Kagame. Kabila, lui, n'a jamais franchi ces pas-là. Il est resté dans l'ombre de ses mentors rwandais. Kabarebe, Kagame, il n'a jamais osé l'affrontement ouvert. Alors pourquoi Kabila n'a-t-il jamais réussi à s'émanciper? Un président né de la guerre, pas d'une vision. Ça, c'est le thème. Il serait tentant de voir la faiblesse du président congolais, de l'ancien président congolais, comme un simple accident. Mais ce serait une grave erreur
L'enquête menée par les groupes d'études sur les Congos suggère qu'une partie de l'explication réside dans sa personnalité même. En réalité, elle était la conséquence directe de son parcours. Joseph Kabila n'avait pas l'étoffe d'un leader charismatique. Et il compensait cet handicap par l'exercice d'un pouvoir arbitraire. Un dictateur, par compensation, le psychologue social Cindy a montré que les individus qui se sentent dominés dans un contexte extérieur, en d'autres termes géopolitique, relations internationales, ont tendance à compenser en exerçant un contrôle autoritaire dans leur environnement proche. C'est exactement ce que Kabila va faire. Dominé par Kagame à l'extérieur, il a instauré une dictature féroce à l'intérieur. Donc, sous son mandat, la RDC a connu une régression démocratique sévère. Pression des opposants, pression, etc. Tout ce que vous connaissez ici, je ne vais pas tous les citer, puisque vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Les amis, c'est un homme du silence, qui tenait par la peur notamment. Kabila n'était pas un tribun. Ses discours étaient lus, monocordes, sans émotion. Il fouillait le débat public, les interviews, les interactions spontanées. Il les fouillait. Pourtant, il parvenait à imposer sa loi grâce à sa peur. Selon un chercheur du Congo, groupe Kabila était capable de projeter une aura de pouvoir, en grande partie grâce à son silence, la rareté de ses apparitions publiques et de ses discours accentuait le mystère qui l'entourait. Son silence était une arme psychologique. Il cultivait l'incertitude, le flou, l'angoisse. On ne savait jamais ce qu'il pensait, ce qu'il allait faire. Et cette stratégie de silence, couplée à un réseau de généraux loyaux, lui permit évidemment de tenir pendant 18 ans. Les amis, les conséquences, un pays qui se replie sur lui-même, la faiblesse de Kabila face à Kagame, forcément, a eu un effet désastreux sur la RDC. En se sentant dominé à l'extérieur, Kabila a cherché à tout contrôler à l'intérieur. Il a verrouillé les institutions, muselé l'opposition, laissé ses généraux piller les ressources du pays. Et selon Transparency International, la RDC était classée 170e sur 180 pays en 2018. La corruption était systématique. Kabila fermait les yeux car ces réseaux de corruption le protégeaient et l'enrichissaient. Il n'avait aucune vision du développement ou de développer la RDC. Alors, et puis vient le ralliement au M23. Le retour du soldat perdu. Il est retourné au Bercail. Le 18 avril 2025, Joseph Kabila arrive à Kigali. Peu après, il réapparaît à Goma, ville sous contrôle du M23, une rébellion activement soutenue par les Rwandais. Ces ralliements marquent la fin d'un cycle. Kabila, qui avait été formé par des généraux rwandais, qui était monté à la présidence grâce à l'appui de Kigali, retourne à la maison, retourne au Bercail, il retourne sous la coupe et sous le commandement de Kagame. Il est venu, il entre au Congo sous la coupe, le bâton de commandement de Kagame, il ressort de la présidence, il retourne encore au pied de Kagame pour recevoir des injonctions. Pour quelle raison? Parce qu'il a toujours été un produit du système rwandais. Il n'a jamais été véritablement indépendant. Quand Tshisekedi l'a écarté du pouvoir, Kabila est retourné à ses racines, à la maison, à la rébellion, la lutte armée, l'orbite de Kagame. Ces ralliements confirment rétrospectivement ce que beaucoup soupçonnaient. Kabila n'a jamais été souverain. N'a jamais été souverain. Alors, conclusion, Joseph Kabila n'a jamais été à la hauteur de sa fonction, complexé, admiratif de Kagame,
mal à l'aise en public. Il a compensé sa faiblesse externe par un autoritarisme interne. La dictature et la corruption n'étaient pas des accidents. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour exister. Et en 2025, son ralliement au M23 a confirmé ce que les Congolais avaient trop longtemps refusé de voir. Kabila n'a jamais été un leader souverain. Il est resté ce qu'il avait toujours été, un soldat de Kagame, un homme sans vision, un président sans fierté. Les amis, dans le chapitre suivant, nous allons analyser comment sa faiblesse a permis aux élites congolaises, des généraux, des hommes d'affaires, politiques, de piller le pays sans vergogne, et comment ce pillage a contribué à la fragilité, à fragiliser chroniquement la RDC. Nous avons vu la faiblesse de Joseph Kabila, qui a permis le pillage des ressources, par les élites. Mais il y a un aspect plus grave, plus insidieux, l'infiltration de toute la chaîne des commandements militaires et administratifs. Car ce ne sont pas seulement les généraux sur le terrain qui ont été compromis, ce sont les directeurs de la logistique, les coordinateurs, les chefs de département, les responsables des ressources humaines, ceux qui gèrent les affectations, les salaires, les informations. Ce sont ces petits mains invisibles qui bloquent, informent, orientent. Ce chapitre, évidemment, va montrer comment les Rwandais a réussi à placer ces hommes à tous les niveaux, de services des renseignements aux brigades, en passant par l'administration centrale, et comment cette infiltration a été rendue possible car par la complicité évidemment active de certains acteurs congolais eux-mêmes et la passivité de Joseph Kabila. Les amis, voici, avant de comprendre le mécanisme, il faut visualiser d'abord la cible. L'appareil militaire et administratif congolais repose sur plusieurs niveaux. Le Rwanda a investi chacun d'eux. Nous avons d'abord le service de renseignement, l'ANR, chargé de collecter l'information et de détecter les infiltrations. Vous avez l'état-major général, le sommet de la hiérarchie militaire. Vous avez les régions de défense et régions militaires, commandement territorial. Vous avez également les brigades, les unités de base commandées par des colonels. Vous avez la maison militaire, la sécurité rapprochée du président et les directions administratives, la logistique, ressources humaines, finances, affectation, etc. Le Rwanda n'a pas attaqué ce système de l'extérieur. Il l'a colonisé de l'intérieur, en plaçant ses hommes à chaque niveau, des postes les plus élevés aux postes les plus discrets. Les amis, voici l'opération d'infiltration commence bien avant l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir. Ça commence bien avant. Puisqu'en août 1998, après que Laurent Désiré Kabila a osé se retourner contre ses anciens alliés, les Rwandais, Paul Kagame, il va riposter en créant les Rassemblements congolais pour la démocratie, le RCD Goma. Ce n'est pas une rébellion ordinaire, puisque le RCD Goma est d'emblée conçu comme un cheval d'étroit institutionnel. Les rapports de 2025 de l'objectif le décrit comme une agrippation congolaise. Ces cadres dirigeants ne sont pas seulement des combattants, ce sont des administrateurs, des gestionnaires, des futurs intégrés. Donc pendant des années, la RDC, le RCD Goma contrôle une large partie de l'Est. Il y met en place une administration parallèle, des chefs des zones, des responsables logistiques, des collecteurs de taxes, des juges,
des Rwandais ou des Congolais formés à Kigali occupent des postes. C'est le vivier dans lequel les Rwandais va puiser pour, évidemment, les intégrations futures. Aziaras Lourouberois, lui, est secrétaire général du RCD Goma. Il est le bras politique de l'opération. Moïse Nyarugabo, lui, joue un rôle encore plus discret, mais tout aussi crucial, puisque en 1997, il organise le transfert des archives congolaises vers Kigali. Moïse Nyarugabo, il vole les archives congolaises et les achemine vers Kigali, des données sensibles sur la souveraineté, la démographie, les ressources naturelles et la sécurité du pays. Et ces vols d'archives permettra au Rwanda de connaître les faiblesses de l'État congolais et de cibler ses infiltrations. Et puis vient l'intégration massive comme porte d'entrée entre 2003 et 2009. L'accord de Sun City de 2003 met fin à la guerre et impose le mixage. Les rebelles doivent être intégrés dans l'armée nationale. L'objet officiel est la paix. L'objectif réel pour les Rwandais, c'est l'infiltration, vous l'avez compris. Et donc, James Kabarebe, l'homme de confiance de Paul Kagame, c'est lui qui avait été le chef d'état-major de FARDC sous Laurent Désiré Kabila. Il va jouer un rôle central dans cette opération. Selon l'Oeklan Institute, Kabarebe est celui qui a orchestré les soutiens militaires rwandais du 1-23 et a géré le revenu généré par les mines illégalement occupées. Sanctionné par les États-Unis, vous le savez déjà, en février 2025, il est qualifié par Washington d'acteur central du recrutement pour les comptes du M23. Aziaras Lourouberois devient vice-président de la transition 2003-2006. À ces postes stratégiques, il peut influencer les politiques d'intégration et placer ses hommes dans les nouvelles structures. Il reste ensuite ministre sous Joseph Kabila, puis sous Félix Tshisekedi, occupant successivement, le portefeuille de la décentralisation. Il occupe le portefeuille de la décentralisation, cher ami. Ce n'est pas n'importe quel poste. Moïse Nyarugabo devient secrétaire général du gouvernement. Ce poste est crucial. Le secrétaire général est responsable de l'organisation administrative, de la circulation des documents, de la gestion des dossiers sensibles. C'est un poste d'ombre, mais c'est lui qui fait tourner la machine. C'est lui, un homme dont on sait qu'il a organisé les transferts des archives vers Kigali, occupe la plus haute fonction administrative de l'État. Alors, on connaît ce qu'il a fait. Une fois les cadres dirigeants en place, l'infiltration s'étend à toute la chaîne. Des sources universitaires documentent ces processus en détail. Au niveau des services de renseignement, des agents rwandais sont placés ou recrutés. Ils informent Kigali des opérations militaires, des mouvements de troupes, des plans d'attaque. L'armée congolaise combat à découvert, tout nu. Et au sein de l'état-major, le général Jacques Ninza, secrétaire permanent du ministre de la Défense, supervise l'ensemble des soutiens militaires, financiers et logistiques au 1-23, selon les rapports de l'ONU. Le général James Kabarebe, ministre de la Défense rwandais, gère l'appui militaire au 1-23 depuis Kigali. Donc c'est toute une opération. Dans les régions militaires ou dans les régions frontalières, le général Emmanuel Ruvusha, commandant de la division de FARDR basée à Gisenyi, et le général Alexis Kagame, commandant de la division basée à Ruwengeri,
facilite évidemment le recrutement et coordonne plutôt les renforts avec le commandant du M23. Au niveau de brigade, des soldats rwandais combattent en uniforme congolais. Un ancien officier du FARDC, de FDR, a affirmé que 2 unités de FDR ont été déployées à Kiningi et ont reçu pour mission spécifique de renforcer le M23 en RDC. Un officier du M23 a déclaré avoir reçu des renforts de 400 à 500 soldats rwandais. Dans les postes administratifs, c'est là que l'infiltration est la plus efficace et la moins visible, de responsables logistiques, des coordinateurs, de chefs de département, de personnes qu'on ne voit pas, qui ne font pas la une des journaux, bloquent les approvisionnements, orientent les affectations, détournent les salaires, informent l'ennemi et selon les rapports d'enquête des officiers des ex-CNDP intégrés dans les FARDC se sont illustrés dans les contrôles des sites minières et dans le trafic à grande échelle dans des ressources minières par la frontière rwandaise. Ils ont utilisé leur position au sein des FARDC pour régler de litiges foncières en faveur de leurs clients. Et souvent rwandophones d'ailleurs. Un litige foncier près de Kishanga en 2010 a vu le sénateur Rwagashushu, proche du CNDP, négocier en personne avec la population locale, accompagné de 4 officiers supérieurs de l'ex-CNDP, dont le général Bosco Tanganda. Et puis vient le brassage. En 2019, après l'accord entre Joseph Kabila et les Rwandais, un vaste processus de brassage est lancé. De milliers d'anciens rebelles du CNDP sont intégrés dans l'armée congolaise sans vérification d'identité. C'est ici que Joseph Kabila, de connivence avec les Rwandais, permet l'entrée massive d'éléments rwandophones présentés comme des Banyamulenge congolais au sein des FARDC. Selon des sources congolaises, il aurait activement facilité cette infiltration pour préserver son alliance avec M. Kagame. Et les conséquences sont tout simplement désastreuses. Des officiers à double allégeance comme Bosco Tanganda, intégré avec le grade de général, Sultani Makenga, promu colonel, ou le général Eric Rouyo Rimbere, conservent leurs liens avec Kigali, tout en touchant leur solde à Kinshasa. En 2012, ils feront défection en masse pour créer le M23, apportant avec eux leurs armes, leurs équipements et leurs connaissances des dispositifs congolais. Et la recherche universitaire confirme que l'intégration dite accélérée des troupes ex-CNDP a été éprouvée depuis son lancement en 2019 par les rivalités entre des officiers ex-rebelles et ceux qui appartenaient traditionnellement au FARDC et quant au contrôle des espaces miniers du Kivu. Ces rivalités se sont accrues sous les regards passifs du gouvernement congolais au nom du deal convenu entre le gouvernement, l'ex-rébellion, du CNDP et son parrain, M. Kagame. L'infiltration ne se limite pas à l'armée. Elle touche aussi l'administration civile. Et là, c'est là que Moïse Nyarigabo a joué un rôle essentiel. En tant que secrétaire général du gouvernement, il contrôlait l'accès aux documents sensibles, la gestion des carrières, l'organisation des cabinets ministériels. Selon l'enquête de l'objectif, il a pu manipuler des archives sensibles, orchestrer des rébellions, menacer des députés et même dicter des politiques nationales sans jamais être inquiété. Qui pouvait toucher Nyarigabo?
qui pouvait toucher Moïse Nyarigabo, qui pouvait toucher il s'appelle comment ce monsieur encore, qui pouvait les toucher. Et donc son rôle le plus emblématique est son implication présumée dans l'affaire des Minembwe. En octobre 2020, lors de débats houleux à l'Assemblée nationale sur la création d'une commune à Minembwe, une localité Casaria-sur-Roubaix-Roi tentait d'ériger en commune malgré son illégitimité démographique, Nyarigabo a proféré des menaces contre le député Moïndo Nzangi et à travers lui contre le peuple congolais. Il a dit quoi, M. Nyarigabo? Il a dit ceci: nous n'avons que deux choix. Nous allons vivre comme des frères ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Voici Nyarigabo, ce qu'il a dit. Et il le dira même devant une journaliste. Et donc ces menaces proférées par les plus hauts responsables administratifs de l'État sont restées impunies. Il n'a pas été touché. Pire, Nyarigabo continue de circuler librement. Il est régulièrement pointé du doigt comme financier et protecteur de milices pro-rwandais, les Twiraneho, les Guimino, qui sèment la terreur dans le Sud Kivu. Ironie suprême, les services de sécurité américains l'auraient identifié comme un acteur clé du financement des milices. Résultat, c'est que en 2025, Nyarigabo est réapparu à Goma, à côté de Joseph Kabila et des rebelles du M23. Le plus haut fonctionnaire de l'État congolais rejoint officiellement l'ennemi et personne ne s'en étonne. Vient la passivité de Kabila, complicité ou alors impuissance de cet homme. Comment une telle infiltration a-t-elle été possible? La recherche universitaire offre une explication. L'intégration a été éprouvée sous le regard passif du gouvernement congolais. Ce regard passif est le cœur du problème. Joseph Kabila avait tout intérêt à ménager les Rwandais. Kagame pouvait les déstabiliser à tout moment, comme il avait fait avec Laurent Désiré Kabila. Accepter l'infiltration était le prix à payer pour rester au pouvoir. Il n'a pas voulu affronter Kagame. Il n'y a peut-être pas eu de complicité active selon certaines personnes, mais il y a eu une complaisance coupable, un aveuglement volontaire. On a laissé la RDC être infiltrée par des éléments hostiles. Certaines sources congolaises vont plus loin, affirmant que Kabila a activement favoriser l'entrée d'éléments rwandophones dans l'armée pour s'assurer la loyauté des réseaux infiltrés. Les intérêts étaient alignés. Kabila avait besoin de soldats pour tenir l'Est et les Rwandais avaient besoin d'hommes pour contrôler les mines. Le deal a été fait au détriment de la souveraineté nationale. Les amis, en parallèle, ces réseaux bénéficiaient des complicités internationales. Les Rwandais de Paul Kagame bénéficiaient de protection diplomatique qui étouffaient toute poursuite contre les relais en RDC. Les États-Unis et l'Europe, malgré des sanctions ciblées, n'ont jamais exercé de pression suffisamment fort pour démanteler évidemment ces réseaux quand Kabila était encore celui qui dirigeait la RDC. Alors la conséquence sur le terrain, une armée qui ne pouvait pas gagner, alors là, jamais, puisque l'infrastructure de l'infiltration était déjà en place, mais concrètement, qu'est-ce que cela a changé sur le champ des batailles? Tous les amis, tout a changé parce que chaque opération militaire était déjà connue d'avance de l'ennemi, parce que les officiers à double allégeance sabotaient les offensives, parce que les soldats rwandais en uniforme congolais
tirer sur leurs propres camarades congolais parce que les responsables logistiques bloquaient les approvisionnements, parce que le coordinateur affectait les unités loyales aux postes les plus dangereux, les plus exposés. Et donc, l'histoire militaire l'a prouvé. En 2012, le FARDC était infiltré au plus haut niveau et Goma est tombé. En 2013, avec l'appui de la Belgique, l'appui de la brigade d'intervention de l'ONU, 3000 soldats étrangers non infiltrés, les FARDC ont vécu le M23. Pourquoi? Parce que des troupes étrangères non compromises ont pris le relais. Parce que le commandement est passé entre les mains non infiltrées. La leçon, c'est quoi? Tant que l'armée n'est pas totalement désinfiltrée, à tous les niveaux, des généraux aux gestionnaires de salaire, elle ne peut pas gagner seule, sans l'aide extérieure. Le service des renseignements étrangers, américains, belges et sud-africains, pour identifier et neutraliser les éléments infiltrés, les FARDC resteront une armée fantôme, incapable de défendre son propre territoire. Les amis, les acteurs clés de l'infiltration, une galerie, vous avez Jacques James Kabarebe, Azarias Rouberois, les bras politiques, Moïse Nyarigabo, l'infiltration administrative, Joseph Kabila, complice passif, Bosco Taganda, général double allégeance, Sultan Makenga, colonel double allégeance, Edouard Mwagachouchou, sénateur, homme d'affaires, vous avez des Baudouin Garouye, colonel, Innocent Zimourinda, colonel, vous avez bien d'autres éléments que je n'ai pas pu retrouver des noms. Ce qu'il faudrait faire, une désinfiltration totale pour que l'armée congolaise puisse enfin gagner la guerre. Plusieurs conditions doivent être réunies. Un audit complet des effectifs. Identifier tous les officiers suspects des doubles allégeances à tous les niveaux, pas seulement les généraux, mais aussi les gestionnaires, les logisticiens, les responsables RH. Il va falloir purger le système, purge systématique, exclure définitivement les éléments déloyaux avec l'aide de services de renseignements étrangers non compromis, les Américains, les Belges et bien d'autres. Et la fin du brassage sans contrôle, plus aucune intégration massive sans vérification approfondie des origines et des allégeances. La mise sous tutelle étrangère temporaire des opérations sensibles comme ce fut le cas avec la brigade d'intervention de l'ONU en 2013 et des poursuites judiciaires contre les responsables de l'infiltration. Rouberois doit être poursuivi, Nyarigabo doit être poursuivi, Kabila, dont les actes sont documentés et constituent de la haute trahison. Conclusion pour ces chapitres, les amis, l'infiltration de l'armée et de l'administration congolaise par le Rwanda n'est pas un complot, c'est un fait historique documenté par l'ONU et par des enquêtes indépendantes, par la recherche universitaire, par des aveux d'anciens officiers. Des soldats rwandais ont combattu en uniforme congolais, des officiers à double allégeance ont saboté les opérations, des responsables administratifs ont bloqué les approvisionnements, le secrétaire général du gouvernement a menacé les députés et a rejoint les rebelles. Nous parlons de Moïse Nyarigabo, l'ancien vice-président de la transition, est resté ministre pendant 20 ans, les amis. Et donc, tant que cette infiltration n'est pas totalement démantelée à tous les niveaux, des états-majors aux directions logistiques, l'armée congolaise ne pourra pas gagner la guerre. C'est une loi implacable de la stratégie militaire. Une armée infiltrée est une armée déjà vaincue. Les amis, nous allons maintenant analyser
euh, analyser, analyser comment la faiblesse de l'État congolais et l'infiltration de son armée ont permis au Rwanda de piller les ressources minières de l'Est pendant de décennies et comment ces pillages a financé l'effort de guerre rwandais. Nous avons vu comment l'infiltration de l'armée et de l'administration congolaise a été rendue possible par la passivité de Joseph Kabila et la complicité de certains acteurs. Mais cette infiltration, une fois documentée, a suscité une réaction de la communauté internationale, en particulier les États-Unis. C'est là que l'histoire prend un tournant décisif, car sans l'aide des services des renseignements étrangers, il aurait été presque impossible d'identifier les éléments infiltrés, de démanteler les réseaux et d'arrêter les généraux corrompus. Dans ce chapitre, nous allons analyser comment cette opération ou cette coopération a fonctionné et pourquoi elle a été nécessaire et comment les Congolais ont parfois mal compris des arrestations qui se sont enchaînées depuis 2020. Les amis, avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, 2019, les relations entre la RDC et les États-Unis ont connu un réchauffement significatif. Sous Joseph Kabila, la coopération militaire était au point mort. Kabila s'opposait notamment à la demande de l'armée américaine d'installer en RDC la base du commandement militaire américain pour l'Afrique, l'Africom. En 2020, les États-Unis ont annoncé la reprise de leur coopération militaire avec la RDC. Et cette coopération devait porter sur la formation des officiers congolais aux États-Unis et potentiellement sur la relance de la question de l'installation d'une base de l'Africom en RDC. Mais au-delà de la formation, c'est tout un dispositif de renseignements qui a été mis en place. Selon des sources concordantes, les États-Unis ont commencé à fournir à la RDC des informations précises sur les réseaux d'infiltration rwandais, identifiant notamment les officiers à double allégeance, les responsables logistiques corrompus, les coordinateurs qui bloquaient les approvisionnements. Et donc, depuis 2024, plusieurs généraux et officiers supérieurs des FARDC ont été arrêtés et placés en résidence surveillée. Et selon toujours un rapport de RFI, une dizaine de généraux, dont l'ancien chef d'État, le général Christian Chiwewe, en figure de proue, ont été interpellés pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, a précisé que plusieurs officiers et généraux et supérieurs du FARDC sont actuellement interpellés pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État et que leur durée de détention est conformément à la loi prolongée sous demande du parquet militaire qui mène évidemment les enquêtes. Et donc, ce qui est remarquable, ces arrestations ont été rendues possibles grâce à des informations fournies par les services de renseignement américains, Washington, qui dispose des capacités de surveillance satellitaire et des renseignements humains inégalés, a partagé avec Kinshasa des preuves de la collision de certains officiers avec Kigali. Les principaux officiers visés selon les informations disponibles, selon ce que j'ai, le général Christian Chiwewe, nous avons déjà nommé, le général John Numbi, le général Gabriel Amissi que vous connaissez, et d'autres officiers supérieurs dont les noms n'ont pas été rendus publics. Chers amis, ces arrestations ont suscité une réaction contrastée au sein de la population congolaise. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi des généraux, parfois considérés comme des héros par certaines personnes, héros de guerre,
étaient soudainement arrêtés. Alors que sous Kabila, de telles mesures étaient impensables. Les généraux étaient intouchables. Qui pouvait toucher un général du temps de Kabila? Ce que les Congolais ne comprennent pas toujours, ces généraux étaient des dormeurs, des agents infiltrés qui attendaient le moment opportun pour faire basculer des régions entières entre les mains du Rwanda. Leur arrestation a permis de déjouer des plans de déstabilisation majeurs. Deux, ce que les Congolais ne comprennent pas toujours, ces gens contrôlaient des réseaux invisibles. Ce n'étaient pas seulement des chefs militaires, ils avaient placé leurs hommes dans les postes clés de l'administration, la logistique, les affectations, les renseignements, les finances, de personnes qu'on ne voit pas, mais qui bloquent les approvisionnements en carburant, qui bloquent les approvisionnements en balles, en uniformes, en bottes, en nourriture, etc., qui bloquent tout ça, et évidemment, qui informaient l'ennemi de tout ce qui s'est passé en amont. Troisième élément, ce que beaucoup de Congolais ne comprenaient pas, c'est que ces gens protégeaient les intérêts économiques. Certains de ces généraux étaient directement impliqués dans le pillage des ressources minières. Leur arrestation a permis de démanteler des filières de contrebande qui finançaient les groupes armés, les amis, et en quatrième position, ils étaient prêts à basculer à tout moment. Selon les informations des services de renseignement, plusieurs de ces officiers avaient pour mission, en cas de crise majeure, de retourner leurs armes contre l'État congolais et de livrer des territoires M23. En cas de crise majeure, M. Chiwewe devait retourner son arme contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a été démantelé, il a été tout simplement déniché par les services des renseignements américains. Les amis, la Commission nationale des droits de l'homme a été autorisée à visiter les généraux arrêtés à Kinshasa, placés en résidence surveillée, dans des conditions acceptables. Et selon Paul Sampou, président de la commission, tous sont vivants et en bonne santé. Le médecin les visite, chacun avec ses petits problèmes. La commission a également noté que ces généraux ont demandé un petit souplesse pour que ces personnes puissent rencontrer leurs épouses. Maintenant, le projet de réforme constitutionnelle, c'est que Félix Tshisekedi veut faire. Nous tendons vers la fin. Parallèlement à cette purge militaire, Félix Tshisekedi a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de réformer en profondeur les institutions de la RDC. Il est important de souligner que ces réformes n'ont pas encore été engagées. Il s'agit évidemment ici, pour l'instant, il s'agit des projets, il s'agit de réformer la forme de l'État congolais. Nous en parlerons, nous en avons parlé beaucoup, je pense que c'était avant-hier. Et donc, je disais ceci, il s'agit pour l'instant d'intention, des projets qui nécessiteraient une modification, évidemment, de la Constitution. Ce que Tshisekedi a déclaré dans son discours sur l'état de la nation, il a plaidé pour la création d'une commission mixte et élargie chargée de réfléchir à une possible révision constitutionnelle. Il a notamment critiqué le bicamérisme, estimant qu'il alourdit le fonctionnement des institutions pour un coût jugé excessif. La suppression envisagée du Sénat, la mesure la plus emblématique de ce projet est la suppression du Sénat. Actuellement, la RDC dispose d'un parlement bicaméral. L'Assemblée nationale, 500 députés élus au suffrage universel, et le Sénat, 108 sénateurs élus au suffrage indirect par l'Assemblée provinciale. Officiellement, Tshisekedi justifie cette suppression par des raisons économiques, budgétaires et de l'efficacité. Alors, c'est que cette suppression
menacerait réellement? Derrière l'argument budgétaire se cache un enjeu politique majeur. Le Sénat est une caisse de résonance des intérêts provinciaux. Supprimer le Sénat reviendrait à priver des réseaux infiltrés d'un levier institutionnel crucial. Le débat sur le 26 provinces. Tshisekedi a également critiqué à plusieurs reprises les coûts faramineux du découpage en 26 provinces décidé sous Kabila, et certaines provinces n'ont ni route ni hôpitaux, mais elles ont des assemblées provinciales qui coûtent une fortune. Mais là encore, il s'agit pour l'instant de déclarations d'intention. Aucune proposition concrète de révision du découpage provincial n'a été soumise au Parlement. Ce qui est en jeu véritablement, le découpage en 26 provinces et l'existence du Sénat ont créé de milliers de postes. Gouverneurs, vice-gouverneurs, ministres provinciaux, députés provinciaux, sénateurs, directeurs généraux, responsables logistiques, coordinateurs. Ces personnes ont tout à perdre si ces structures sont modifiées ou supprimées. Elles constituent un réseau invisible, mais un réseau puissant, capable de bloquer les réformes par l'intérieur. Je dis que ces gens-là, ces 15 provinces-là, avec tant de portefeuilles, avec tant de budget, c'est un réseau puissant qui milite et qui travaille dans le secret pour bloquer évidemment cette réforme. Alors, l'état actuel du projet, aucun projet de loi, de révision constitutionnelle pour le moment, n'a été déposé devant le Parlement. Aucune date n'a été fixée pour un éventuel référendum, sauf si je ne me suis pas bien renseigné. Les déclarations de Tshisekedi sont restées au stade des intentions, les amis. Alors, la complexité de la tâche, démanteler des réseaux invisibles mais puissants. La purge actuelle et les projets de réforme se heurtent à une réalité complexe. Car les réseaux infiltrés ne se limitent pas aux généraux, les amis. Vous avez la coordination en termes logistiques. Ceux qui décident quelles unités reçoivent des munitions et lequel en manque au moment crucial. Les chefs du personnel, ceux qui affectent les officiers loyaux à Kinshasa et les officiers suspects aux postes sensibles. Vous avez les responsables financiers, ceux qui détournent les salaires des soldats pour alimenter les comptes offshore des généraux. Vous avez également les agents des renseignements, ceux qui informent Kigali des plans d'attaque des FARDC. Et les bénéficiaires du découpage provincial, ceux qui tirent leur pouvoir et leurs revenus de structures créées sous Kabila. Et donc ces personnes sont souvent des Congolais. Ce ne sont pas des Rwandais. Ce ne sont pas des Rwandais. Alors, un instant les amis. Ok, donc je vous ai dit ceci, les bénéficiaires du découpage provincial, ceux qui tirent évidemment le profit, leur pouvoir et leurs revenus des structures créées par Kabila, et aussi ces personnes sont souvent des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais, elles ont été recrutées, payées, protégées, et ils ont intérêt à ce que le système actuel perdure, que ça continue.
C'est pourquoi la désinfiltration plutôt, ne peut se faire sans une aide extérieure et massive en renseignement et en formation, en appui logistique. Les rôles des États-Unis, c'est quoi ici? Washington a fourni à Kinshasa des informations précises sur ces réseaux-là, identifiant les noms, les fonctions, les comptes bancaires, les contacts avec Kigali. C'est cette coopération qui a permis les arrestations récentes de ces généraux et de ces colonels, et d'ailleurs même de certains gouverneurs. Et c'est cette même coopération qui permettra évidemment à terme de démanteler complètement le système. Alors pourquoi certains Congolais s'opposent à ces réformes? Il faut reconnaître une réalité douloureuse. Tous les Congolais ne soutiennent pas les projets de réforme de Tshisekedi. Certains y voient une attaque contre leurs intérêts que nous avons développés ici. Le premier groupe, ceux qui ont été nommés par Kabila dans les nouvelles provinces et au Sénat, ils savent que si ces structures sont modifiées, si on supprimait le Sénat, on supprimait le 15 provinces, ils perdront leurs postes, leurs salaires, leurs influences. Ils ont donc tout intérêt à bloquer les réformes. Deuxième groupe, les officiers et fonctionnaires infiltrés qui craignent d'être démasqués, ils résistent par tous les moyens, désinformation, par des sabotages, par la corruption, etc. Troisième groupe, les citoyens ordinaires qui n'ayant pas accès aux informations malheureusement au service des renseignements, voient des arrestations arbitraires et ne comprennent pas pourquoi des généraux sont soudainement jetés en prison. Ils sont aussi désinformés, instrumentalisés par l'opposition et par d'autres personnes qui respirent la haine et bien d'autres. C'est là le drame de la situation. Ce qui est perçu par certains comme une chasse aux sorciers, en fait, est en réalité une opération de survie nationale. Les généraux arrêtés ne sont pas des victimes innocentes, ce sont des agents dormants prêts à basculer pour les comptes de Kabila, de Kagame. Leur arrestation a sauvé des vies, même si beaucoup ne le savent pas. Les amis, l'histoire militaire récente confirme que sans aide extérieure, l'armée congolaise ne peut pas gagner seule contre une force infiltrée. Puisqu'en 2013, c'est la brigade d'intervention de l'ONU, 3000 hommes, 3000 soldats tanzaniens, sud-africains et Malawi, qui ont permis de vaincre le 1-23. Pourquoi? Parce que ces troupes n'étaient pas infiltrées, parce que leur commandement n'était pas corrompu. La leçon est claire, la désinfiltration totale de l'armée congolaise est une condition sine qua non de toute victoire militaire durable. La condition sine qua. Cette désinfiltration ne peut pas se faire sans l'aide de services de renseignement étrangers, non compromis américains, belges, français et sud-africains. C'est exactement ce que Félix Tshisekedi a compris. C'est pourquoi il a noué des partenariats stratégiques avec Washington. C'est pourquoi il a accepté l'aide américaine pour identifier et arrêter les généraux infiltrés. C'est pourquoi, malgré le critique et les incompréhensions, il poursuit sa purge véritablement. Les amis, nous chutons par un élément très important. Malgré les déclarations de Félix Tshisekedi sur la nécessité de réformer les institutions, suppression du Sénat, rationalisation du découpage provincial, ces réformes n'aboutiront pas, n'ont pas encore commencé, mais la raison principale n'est pas seulement politique, elle est constitutionnelle. Il existe un verrou juridique qui empêche toute modification de la structure fondamentale de l'État. Je répète, il existe un verrou juridique qui empêche
toute modification de la structure fondamentale de l'État. L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006. Les gens voient dans cet article seulement les nombres des mandats. Les gens ne lisent pas les autres clés. Parce que quand on cite l'article 220, les gens ont tendance à se diriger directement vers le nombre des mandats. Et ils ne prennent pas le temps de lire aussi ce qu'il y a dedans. Il y a d'autres points. Il y a d'autres points, les amis. Alors, qu'est-ce que l'article 220? L'article 220 est ce que les juristes appellent une clause d'intangibilité. Il dispose que certaines matières ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ces matières sont au nombre de 8. Mais les gens retiennent simplement un seul. La forme républicaine de l'État. 1. Le principe du suffrage universel. 2. La forme représentative du gouvernement. 3. Le nombre de la durée des mandats du président de la République. Les gens s'arrêtent toujours là. L'indépendance du pouvoir juridique, le pluralisme politique et syndical, et donc les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, ajoutées par la révision de 2011. Ça a été ajouté. Alors pourquoi ces articles est-il un obstacle? La Constitution de 2006 a voulu protéger la jeune démocratie congolaise contre les dérives autoritaires, ça c'est vrai. L'histoire politique congolaise, Trésor Kibangula a rappelé l'article 220 et cette ligne rouge que les pères de la loi fondamentale de 2006 ont voulu infranchissable. Les professeurs de droit Balingene Kaobo précisent que la raison fondamentale à cette disposition est de protéger les régimes démocratiques mis en place contre les retours de l'autoritarisme ou de l'autocratie, à la confiscation et à la personnalisation du pouvoir au moyen des révisions intempestives de la Constitution. Concrètement, cela signifie que le Parlement réuni en congrès ne peut pas, par une simple révision constitutionnelle, supprimer le Sénat. Le Sénat est l'une des chambres qui incarne la forme représentative du gouvernement. L'une des matières verrouillées, de même la structure bicamérale du Parlement, Assemblée nationale plus le Sénat, est constitutive de la forme de l'État. Alors, quelle est la solution? Comme l'a reconnu publiquement en 2014 le ministre de l'Intérieur de l'époque, Richard Moïse, les matières interdites au Parlement par l'article 220 ne peuvent être modifiées que par voie référendaire. Par voie référendaire. C'est le peuple souverain qui a adopté la Constitution par référendum en décembre 2005, qui est le seul habilité à défaire ce qu'il a fait. En pratique, cela signifie que pour supprimer le Sénat ou modifier les découpages provinciaux, le président devrait organiser un référendum. Le référendum suppose une question claire posée au peuple. Et pour que ce référendum soit validé ou valide, il faudrait que le peuple accepte d'élever l'intangibilité de l'article 220. Sinon, vous ne supprimerez pas le Sénat. Sinon, vous ne diminuerez pas les nombres de députés. Sinon, vous ne pourrez pas réduire les provinces de 26 à 11 provinces. Vous ne pourrez pas faire élire les gouverneurs par le peuple dans les provinces. Vous ne pourrez pas faire élire les sénateurs par le peuple parce que l'article 220 vous l'interdit. Les amis, pourquoi est-ce politiquement impossible? Parce que toucher à l'article 220 est perçu par une large partie de l'opposition et de la société civile comme une tentative de présidence à vie.
l'opposition, à travers des plateformes comme la force acquise au changement de Martin Fayoulou, a lancé des campagnes de pétition touche pas à mon D120. Des partis comme l'envol d'Elie Sesenga appellent à barrer la route à tout référendum par des actions populaires. Le risque politique est immense. En 2025, l'Institut Ebelili notait que la guerre dans l'Est a plutôt relégué la question au second plan, mais que le silence n'est pas synonyme d'abandon, puisque Nanga dira un jour « J'ai arrêté M. Félix pour ne pas qu'il change la Constitution ». C'était en 2025. Et ce silence-là n'est pas l'abandon du projet. La réforme est suspendue. La réforme n'est pas enterrée. En clair, les amis, qu'est-ce que signifie tout ça? La RDC est donc dans une impasse juridique. Les réformes de Tshisekedi, que Tshisekedi appelle DCV, suppression du Sénat, réduction du nombre de provinces, sont structurellement bloquées par l'article 220. Pour les réaliser, il faudrait un référendum. Mais un référendum sur l'article 220 serait immédiatement interpellé ou interprété comme une tentative de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. C'est que l'opposition ne tolère pas. La seule issue théorique serait que la Cour constitutionnelle valide l'abrogation pure et simple de la Constitution de 2006 et son remplacement par une nouvelle république avec un reset des compteurs des mandats. C'est le scénario redouté par l'opposition, par les opposants, qui voient la ruse ultime de l'usurpateur Tshilombo en vue d'une présidence à vie. Mais un tel scénario serait juridiquement contesté et politiquement explosif aussi. Alors, la conclusion, les amis, le blocage des réformes de Tshisekedi n'est pas seulement dû à l'opposition politique des bénéficiaires du statu quo, il est d'abord constitutionnel. L'article 220 verroue la forme de l'État. Pour déverrouiller ces verrous, il faudrait un référendum. Mais un référendum sur l'article 220 équivaudrait à une crise politique majeure que personne n'est prêt à affronter, surtout en pleine guerre de l'Est. Ainsi, la RDC est condamnée à fonctionner avec ce système Sénat, 26 provinces, bicamérisme, tant qu'aucune force politique n'aura la capacité de surmonter l'obstacle juridique et politique qui représente l'article 220, c'est peut-être les verrous les plus solides de la Constitution congolaise, celui qui protège la démocratie contre ses propres dirigeants, mais c'est aussi celui qui empêche toute réforme structurelle, évidemment, en profondeur. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Je pense que je vous ai donné les éléments les plus costauds et ce qui permet d'avoir une réflexion pour chacun d'entre vous. Le but est d'apporter la réflexion, réfléchir, que personne ne vous impose sa réflexion, que personne ne vous impose sa logique. Il est bel et bien question ici d'étudier l'article 223, je les donne pour vous. Il est bel et bien important d'étudier l'article 224. L'article 223, 224 empêche les changements de tout ce qui est impôt, tout ce qui est fiscalité. Parce que si vous changez et si vous intervenez pour changer la structure des entreprises, pour diminuer les impôts, cela va impacter ceux qui profitent de ces impôts augmentés. Vous comprenez? Cela va impacter à ceux qui profitent de multiplication des guichets. L'article 223, 224 demande à Félix pour modifier des passer au Parlement. Mais est-ce que les parlementaires qui bénéficient de ces avantages voudront que Félix amène ces changements? Ils vont les bloquer. Alors, pour empêcher les blocages,
il faut passer par un référendum, réécriture de cette constitution. Et ça, vous n'avez pas besoin de passer au Parlement pour que le Parlement approuve la modification de tout ce qui est fiscalité, pour que le Parlement approuve que les provinces soient réduites de 26 plutôt à 11, pour que le Parlement approuve le fait de supprimer le Sénat, le Parlement approuve le fait de supprimer évidemment les assemblées provinciaux. Alors, pour se passer de tout ça, parce que ça sera bloqué, sachez-le, ils vont les bloquer, alors il faut passer par le référendum. Comme ça, vous réécrivez la Constitution et vous mettez en place des balises, des choses qui vont empêcher qu'on se retrouve dans un Parlement avec 150 à 200 partis politiques. Vous retrouvez à 150 à 200 partis politiques et ces partis politiques ont leurs députés et ces députés reçoivent des ordres de ne pas accompagner les chefs d'État dans les réformes qui vont permettre à la RDC de se relever. Les amis, je vous souhaite de passer un bon moment. Bonne journée, bonne soirée où que vous soyez. Bye bye. À très bientôt.